Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Mieux dans mon assiette. Alors aujourd'hui, on va regarder nos produits du quotidien autrement, un biscuit, les céréales du petit déjeuner, un plat tout prêt. Parfois le problème, ce n'est pas seulement le sucre, le sel, le gras ou les calories, non. C'est aussi ce qu'on a ajouté au produit, ce qu'on lui a fait subir et la façon dont il a été pensé pour se conserver longtemps, se manger vite, donner aussi envie d'y revenir. C'est tout le sujet des aliments ultra transformés. Mon invité est chercheur en métabolisme et nutrition au CNRS. Avec lui, on va apprendre à reconnaître ces produits, comprendre pourquoi ils inquiètent les chercheurs et faire le point sur ce que l'on sait vraiment sur leurs effets sur la santé. Et puis en seconde partie d'émission, on parle apéro avec Marianne Tessier, alias Wonder Cook Mum. Chips, dips, charcuterie, boissons, elle va nous aider à déjouer les pièges de ce grand classique de l'été. Voilà, vous avez le menu du jour, j'espère que vous êtes prêts. Alors tout de suite, on passe à table. Bonjour Romain Barès. Bonjour. Vous êtes chercheur en métabolisme et nutrition au CNRS, directeur de recherche à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Valbonne. Avec vous, aujourd'hui, on parle aliments ultra transformés. Alors, on entend souvent qu'ils sont associés mauvais pour la santé, associés à des risques accrus d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou encore de certains cancers. Mais la vraie question, c'est sans doute pourquoi. Qu'est-ce qui pose vraiment problème dans ces produits? Ce qu'ils contiennent ou la façon dont ils sont fabriqués finalement? Alors, ce n'est pas complètement clair, car ils ont plusieurs éléments intrinsèques qui peut-être posent problème. Dans un premier temps, ils sont déstructurés, ce sont des aliments qui ont perdu ce que notre chercheur, qui s'appelle Anthony Fardet, parle de matrice qui a disparu et qui fait qu'ils s'ingèrent rapidement. Donc en s'ingérant rapidement, ils sont plus prompts à être stockés plutôt qu'être utilisés comme perfusés tout au long de la journée. Donc rien que leur structure déjà potentiellement est un souci. Et très souvent, ils sont associés à une composition en nutriments qui est déjà connue pour être pas optimale. Par exemple, sont plus riches en acides gras insaturés, plus riches en sel et autres en sucre raffiné. Et un autre élément qui est plus émergent, c'est que les arômes ou certains conservateurs, des autres agents qui sont additionnés, viennent avec des polluants qui sont dus au processus industriel. Et ces polluants, certains d'entre eux sont connus pour être des perturbateurs endocriniens qui pourraient aussi participer aux effets néfastes de l'alimentation. Alors, est-ce que c'est un de ces trois éléments? Est-ce que c'est les trois ensemble? Un effet cocktail, j'ai envie de dire. Alors, avant de revenir sur ce qui est vraiment problématique, quand on parle d'ultra transformé, c'est pas juste industriel en fait. Non, tout à fait. Alors la définition que l'on utilise de plus en plus, c'est la définition de l'échelle NOVA qui classe les aliments en 4 catégories. La première catégorie, c'est NOVA 1, c'est les aliments qui ne sont pas transformés. Donc vraiment, vous prenez une carotte dans votre potager, si vous en avez un, et manger cru, c'est pas transformé, ces aliments-là. Donc vraiment les produits bruts. Bruts, non cuisinés. La deuxième catégorie, NOVA 2, ce sont les condiments, le sel, le sucre, l'huile, qui sont transformés mais qui ne se mangent pas seuls. Et la catégorie 3, ce sont les aliments dits transformés, qui peuvent être industriels, où on utilise la catégorie 1 et 2 pour préparer des plats. Et qui soient à la maison, donc encore potentiellement industriels. Et la catégorie 4 est la catégorie des aliments ultra transformés, qui eux sont définis par la présence de un ou plusieurs composants qui améliorent la texture, le goût, la conservation et des ingrédients qui sont issus de processus chimiques ou industriels complexes. Donc c'est ça qui va faire la différence entre un aliment transformé simplement et ultra transformé. Et oui, c'est bien important de faire la différence puisqu'on a tendance à croire qu'un produit que l'on transformerait beaucoup deviendrait ultra transformé, mais si vous faites ça à la maison, ou si un industriel met beaucoup d'ingrédients ou des processus de recettes complexes, comme certaines pâtisseries par exemple, ce n'est pas un aliment ultra transformé. Alors quand on parle aliments ultra transformés, on pense tout de suite aux biscuits, aux chips, aux sodas. Est-ce qu'il y a des aliments ultra transformés qui sont peut-être moins évidents? Oui, par exemple des frites surgelées.
on peut penser que c'est des pommes de terre, qu'ils sont juste surgelées. Bien souvent, on regarde la liste des ingrédients et on trouve dans ces ingrédients des éléments qui sont typiquement des ingrédients que l'on ne trouverait pas dans une cuisine traditionnelle. Par exemple, de l'amidon de pois, du dextrose. Ce sont typiquement des aliments qui définissent un aliment ultra transformé, qu'on ne trouve pas intuitivement, qu'on ne penserait pas être un aliment ultra transformé comme ces frites surgelées, par exemple. Mais aussi des desserts lactés qui semblent être juste des yaourts assez simples, par exemple. En regardant la composition de ces aliments, on trouve des ingrédients assez exotiques qui définissent ce qu'est un aliment. Si vous n'arrivez pas à lire le nom sur l'étiquette, globalement, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Bien. Finalement, c'est ça, un produit ultra transformé. C'est quelque chose qu'on n'arriverait pas à refaire chez soi parce qu'on n'a pas ces ingrédients et qu'on ne peut pas les acheter, je veux dire, vraiment en version grand public. Oui, je crois que c'est la façon la plus simple pour le consommateur de réussir à distinguer dans un supermarché quel est un aliment ultra transformé de celui qui ne l'est pas. C'est regarder la liste des ingrédients, si vous avez des bons yeux souvent, et regardez si vous trouvez au moins un de ces ingrédients qui vous ne pourriez pas vous procurer pour votre cuisine. Par exemple, le sirop de glucose, c'est peut-être un peu limite, on arrive à s'en procurer, mais d'autres, je parlais tout à l'heure du dextrose, c'est beaucoup plus compliqué, ou de l'amidon de pois, ou des lécithines de soja, ce genre de composants. Voilà, ça c'est vraiment typiquement un aliment ultra transformé. Alors pourquoi on ajoute tout ça ? Enfin, pourquoi Non, les industriels ajoutent ces ingrédients dans leurs recettes. Texture, conservation. Alors, essentiellement, je pense que l'un des éléments les plus importants pour les industriels, c'est que les aliments puissent se conserver longtemps. Et aussi, pour faire diminuer les coûts de production, faire venir des ingrédients séparés qui ont été produits en masse, par exemple l'huile de palme, qui est l'huile la plus consommée au monde, mais qui, pour être transportée, extraite et puis après transportée, doit être modifiée et perd complètement toute saveur et texture. Après, il faut rajouter à la composition de l'aliment, à l'huile de palme, d'autres éléments qui vont redonner, comme certaines lécithines, qui vont redonner quelque chose qui ressemblerait peut-être à du beurre un peu. Et donc c'est dans un but de conservation et de diminuer les coûts qui motive la composition avec ces aliments, ces conservateurs, ces agents qui augmentent la texture et compagnie. Et aussi une problématique de goût, si on se parle d'arômes ou d'agents de texture. On sait qu'on a un goût, un palais, peut-être des habitudes. Oui. C'est important aussi, ce volet-là, sur le goût, en fait. Oui, tout à fait. Ce qui, je pense, qu'il faut comprendre, c'est que le goût et les différents additifs qui améliorent le goût sont des palliatifs, en quelque sorte, puisque le goût a été perdu dans les ingrédients de base. Et donc, il faut rajouter un goût supplémentaire. C'est un peu l'effet néfaste de faire venir ces ingrédients séparément qui sont plus insipides. Alors, avant de revenir sur vraiment les problématiques santé, on se parle de goût et d'additifs. Est-ce que additif égale addictif ? Alors non, c'est pas clair. Même l'aliment ultra transformé lui-même, certains ont dans l'idée qu'il y a un effet qui est addictif au sens propre du terme, c'est-à-dire comme serait une drogue ou de l'alcool. Et les études qui sont publiées jusqu'ici ne montrent pas que l'alimentation ultra transformée active les zones du cerveau de la même manière que d'autres composés addictogènes. Par contre, ils induisent sans doute un désir de manger supérieur au prochain repas. Et pourquoi ? Parce que quand vous mangez un aliment ultra transformé, comme je vous disais, il se mange plus rapidement, il est stocké plus rapidement, et donc il crée une espèce de dépression en nutriments relative. Notre corps se retrouve, puisqu'on a stocké tout ce qu'on a mangé assez rapidement, on se retrouve assez vite après un repas à base d'aliments ultra transformés en situation où on manque de nutriments pour fonctionner. Et donc, il y a un besoin d'aller grignoter ou augmenter la taille du repas suivant. Et cet effet-là, ce n'est pas un effet qui est additif en soi,
mais c'est un effet qui crée un besoin de consommer plus et plus rapidement. D'y retourner vraiment. C'est ça. Quand je parlais en introduction de ces risques d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou encore certains cancers, on parle d'associations. Ça veut dire quoi scientifiquement ? Les associations, c'est ce que l'on peut observer d'un événement A qui se produit souvent avec un événement B. Dans ce cas-là, c'est des personnes qui mangent ultra transformés. Si on corrige pour certains facteurs, on voit qu'ils ont tendance à avoir plus de certaines maladies. Et ça, c'est une association. Mais ça ne indique pas qu'il y ait vraiment un effet causatif entre manger ultra transformé et il pourrait y avoir quelque chose un facteur que l'on ne maîtrise pas qui soit en jeu. Et pour pouvoir établir un lien de causalité, il faut faire des études dites d'intervention où on fournit un aliment ultra transformé et on regarde ce qui se passe sur la santé des participants de l'étude. Donc c'est un autre processus scientifique d'investigation et les deux sont importants pour essayer de s'approcher de la vérité au plus que possible. Ce qui est important de dire, et peut-être intéressant de dire dans ce domaine des études épidémiologiques et de l'association, c'est que le possible effet de l'alimentation ultra transformée sur la santé a été découvert grâce à ces études d'association qui avant se portaient sur les nutriments pris séparément. Et on avait des associations entre la consommation de certains types de gras et certaines maladies, certaines consommations excédentes en sucre et certaines maladies. Mais ce que des chercheurs au Brésil ont découvert, c'est que si on regardait aussi comme facteur ultra transformé ou pas, on voyait des associations plus fines entre consommation de certains aliments et certaines maladies. Donc le problème, ce n'est pas juste le sucre, le sel, le gras qui seraient peut-être plus présents dans une alimentation ultra transformée. Exactement. Et ces chercheurs ont trouvé d'ailleurs que, contre-intuitivement, les familles qui consomment, qui ont du sucre à la maison et de l'huile de cuisson à la maison, n'étaient pas celles qui étaient les plus affectées d'obésité. C'était en fait c'est dans ces familles-là qui en fait ont du sucre et de l'huile parce qu'elles cuisinent. Et c'était des familles qui consommaient moins d'alimentation ultra transformée. Et donc dans ces études, ces chercheurs ont pu établir le lien entre consommation d'alimentation ultra transformée, un petit peu séparée du sucre et du gras, et problèmes sur la santé, notamment métabolique, obésité, diabète de type 2. Alors c'est quoi vraiment le problème ? Les additifs, l'additif en lui-même, leur accumulation, le fait qu'ils soient consommés régulièrement, est-ce qu'on sait ce qui pose problème ? Encore une fois, c'est un des 3 facteurs dont on avait discuté, donc le fait qu'ils se mangent rapidement, certains composants nutritifs de l'alimentation ultra transformée et les polluants qui sont associés. Pour l'instant, ce sont que des hypothèses qui sont mises en avant. J'ai tendance à penser, et notre équipe à l'hypothèse selon laquelle c'est sans doute la première et la dernière cause qui sont en jeu, c'est-à-dire la structure de l'aliment fait que l'on mange plus vite et que l'aliment se stocke plus, et ça va être ça va être porter préjudice à tout un tas de systèmes, notamment métaboliques, qui après ont des effets sur les maladies neurodégénératives et d'autres maladies comme le diabète et l'obésité. Et également la présence de polluants qui nous perturbent. Nous avons fait une étude où nous avons fourni à des participants une alimentation ultra transformée et vu que ces participants accumulent dans leur sang des polluants, notamment un phtalate, qui est un composant qui fait partie de la composition de plastique. Et on pense que ces phtalates s'accumulent d'autant plus que les aliments ont été produits par des processus industriels complexes qui multiplient le risque que ces contaminants arrivent. Et ce phtalate, en particulier, est connu pour être un perturbateur endocrinien. C'est quoi un perturbateur endocrinien ? C'est une molécule qui perturbe comment nos hormones
vont circuler dans notre organisme et nos hormones contrôlent les grandes fonctions de notre organisme. Et nous avons vu que ces mêmes participants avaient des niveaux d'hormones qui étaient perturbés après avoir mangé un régime ultra transformé, comme des hormones sexuelles, la testostérone, c'était des participants mâles, et aussi une tendance pour des hormones thyroïdiennes qui avaient leur niveau qui était modulé. Et une autre hormone s'appelle GDF15, qui est une hormone importante pour le métabolisme, qui était perturbée. Et donc, possiblement, là, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que ces aliments, issus de processus industriels complexes, apportent avec eux leur lot de polluants et de molécules qui agissent de façon non spécifique comme perturbateurs endocriniens, qui, en cascade, perturbent nos systèmes et nous prédisposent à certaines maladies. Dans cette étude, vous avez aussi évalué et cherché à isoler un peu l'effet de l'ultratransformation elle-même. Au-delà de la quantité des calories ingérées, vous avez fait des observations sur la masse graisseuse. Oui, l'effet le plus important que nous avons observé, c'est sur la masse grasse et les niveaux de mauvais cholestérol. On appelle ça le LDL cholestérol. Et l'alimentation ultra transformée est associée à une prise de poids assez importante. En 3 semaines, nos participants ont pris à peu près 1 kg de masse grasse, 1,5 kg de masse totale, et leur niveau de cholestérol, mauvais cholestérol, a monté. En flèche. Et ce qui est particulièrement intéressant dans notre étude, c'est que nous avons fourni les régimes ultra transformés ou peu transformés à des participants, mais en leur donnant la même quantité de calories dans les 2 régimes. Et aussi, nous avons séparé les groupes en ayant un groupe qui reçoit ces calories de façon adéquate pour leur taille, leur niveau d'activité physique et leur âge, et un autre groupe à qui on donne ces calories, donc des 2 régimes, mais avec 500 kilocalories de plus, qui est l'équivalent d'un hamburger de plus par jour. Et ce qui était surprenant, c'est que la prise de poids était la même entre ceux qui mangeaient ultra transformés mais à calories adéquates et ceux qui mangent ultra transformés mais à calories excessives. Et ça soulève, ça perturbe, si vous voulez, le dogme selon lequel c'est la calorie qui compte. Et ce que qui est très ancré. Qui est très ancré, et que la balance est importante pour perdre du poids, la balance des aliments que l'on pèse. Alors que notre étude indique, et nous ne sommes pas les seuls à avoir des résultats qui vont dans ce sens-là, que c'est la nature de la calorie qui est importante, et pas la calorie dans l'absolu. Alors je déteste ce mot, mais c'est vrai que et je l'emploie le moins souvent possible, mais quand on se parle de régime, les personnes cherchent à perdre du poids et vont globalement manger moins. Oui. Là, vous nous dites qu'il faudrait manger mieux. Tout à fait. C'est ce que notre mieux, étude... moins transformé, j'entends bien sûr. Indique effectivement. C'est ce qu'on a vu sur nos participants, même un petit peu en off de l'étude, en discutant avec eux. Les régimes que l'on fournissait, qui étaient non transformés, étaient riches en crudités, avaient plus de fibres. Et ils disaient qu'ils étaient compliqués à manger, presque. Ça prenait du temps, il fallait mastiquer. Et qu'une fois qu'ils avaient mangé ces repas-là, ils étaient rassasiés. Et leur repas suivant, ça ne leur manquait pas. L'après-midi ou la matinée, ils n'attendaient pas. Alors que dans le cas des régimes qu'on leur fournissait, à calories égales, dès qu'ils avaient fini de manger, quasiment, ils se disaient vivement mon autre repas. Parce qu'on leur fournissait ces repas qui arrivaient à la maison, donc ils les avaient empilés comme ça pour la semaine, mais avec obligation de ne pas y toucher pour la suite. Une fois qu'on s'est dit tout ça, comment on fait pour choisir plus simplement au supermarché, parce qu'on ne va pas se le cacher, les produits ultra transformés sont partout autour de nous. Alors beaucoup de consommateurs regardent déjà le Nutri-Score, le sucre, le gras, les calories. Ces repères, ils restent utiles tout de même ? Oui, c'est très utile, mais ce qu'il faut, c'est un score comme le Nutri-Score, qui aussi évalue la quantité d'ultra-transformation. Je précise que le Nutri-Score ne l'intègre pas encore. C'est ça, exactement. C'est dans les cartons de pouvoir avoir un Nutri-Score qui l'intégrerait ou qui apposerait un autre signe. C'est encore, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui réfléchissent à quelle serait la meilleure façon d'avoir ce label qui n'existe pas pour l'instant. Donc, pour répondre à votre question, pour le consommateur, pour l'instant, c'est compliqué.
ce qui n'a pas ce label. Et la seule façon de voir si un aliment est ultra transformé, c'est de lire la liste d'ingrédients, qui est parfois écrite très très petite, et de regarder si on détecte un ou plusieurs ingrédients que typiquement on ne pourrait pas se fournir dans notre cuisine pour cuisiner. Donc dextrose, les amidons de maïs, les lécithines, les émulsifiants, les même si on... Un nom barbare, enfin voilà, si on, en tout cas on souhaite... Si on n'est pas chimiste. Si on n'est pas chimiste, déjà on ne sait pas ce que c'est, mais si on souhaite réduire sa consommation de produits ultra transformés, on va plutôt se détourner de ces produits-là. Oui, avec attention, il y a une petite nuance à avoir là, ou alors une précision, c'est que parfois, certains noms d'additifs se cachent sous une dénomination un peu naturelle, c'est-à-dire extrait de citron ne va pas forcément dire que c'est juste une écorce du citron. Ça peut être qu'il y a eu beaucoup d'étapes de synthèse en partant du citron, qui est extrait, où on tire une molécule en particulier, mais dont la fonction n'est pas forcément celle qu'on imagine de rajouter un goût de citron, mais qui joue un rôle pour enlever l'amertume ou qui va augmenter la conservation. Donc, si vous ne pouvez pas vous procurer un extrait de citron, vous, à la maison, c'est aussi un signe que l'ingrédient est exotique. Effectivement. Est-ce qu'il faut vraiment réduire, limiter, supprimer les produits ultra transformés? Là, je vous demande avec votre casquette de chercheur en nutrition et métabolisme. Je crois que ça ne serait pas réaliste. Je crois qu'il y a aussi des domaines pour lesquels avoir des aliments ultra transformés est plus ou moins obligatoire. Par exemple, la nutrition sportive, c'est difficile d'embarquer des aliments qui pourraient se conserver pendant des heures au soleil tout en n'étant pas ultra transformés. Par contre, on peut essayer de tendre vers à ingrédients égal, enfin dire à produit égal. Par exemple, si vous achetez une ratatouille en boîte... La liste la plus courte ? La liste la plus courte. Je crois que ce serait le principe de précaution. Et je crois que les industriels répondront à ça. Si le consommateur, avec des indicateurs, avec plus d'informations sur certains arômes ou additifs qui possiblement sont délétères, à s'adapter, à produire des aliments qui sont à la fois qui se conservent longtemps, mais aussi qui sont bons pour la santé. Merci beaucoup Romain Barès, merci d'être venu jusqu'à nous. Tout de suite, on retrouve Marianne Tessier avec Ça vaut le goût. L'été, il y a un rituel auquel on échappe rarement, c'est l'apéro. Alors oui, c'est convivial, ça sent bon les vacances, mais nutritionnellement, ça peut vite devenir un piège. Alors comment garder le plaisir sans tomber dans l'excès? Bonjour Marianne. Bonjour Fanny. Vous nous invitez à prendre l'apéro aujourd'hui. Eh oui, c'est l'époque. L'apéro l'été, c'est un vrai mode de vie. Vacances, jardin, terrasse, dîner qui commence à 19h et finissent à pas d'heure. Soyons honnêtes, on adore ça. Mais le vrai souci, c'est que ça peut vraiment être un combo redoutable. Gras, plus sel, plus sucre, plus alcool, c'est une bombe atomique nutritionnelle. Résultat, le lendemain, ballonnement, fatigue, fringales, bref. Mais bonne nouvelle, on peut largement se régaler sans s'auto-saboter. Mon credo apéro, c'est déjà, il faut qu'il rassasie un peu avant le dîner, mélanger un peu de tout et reposer sur des produits naturels et 2-3 produits industriels bien choisis plutôt que sur 15 cochonneries ouvertes en même temps. Effectivement, alors c'est quoi le premier piège, Marianne ? Le premier piège, le grignotage salé. Le rayon apéro du supermarché, c'est un champ de mine. Crackers aromatisés, biscuits apéro en tout genre, chips au goût, barbecue, cheddar, tartiflette. Sous l'emballage festif, c'est souvent du gras, du sel et plein d'additifs exhausteurs et arômes douteux. Mon remède ultra simple, une liste d'ingrédients courte. Pour les chips, ça devrait être pommes de terre, huile plus sel, comme les Tyrrells nature, les Bretts nature. Ils ont aussi quelques aromatisés sans additifs qui peuvent valoir le coup. Il y a les chips de la gamme Belsia qui sont bien, ou les nachos de nature de Old El Paso qui sont top. Scannez les sachets et vous serez vite fixé. Avec le paquet, regardez la liste d'ingrédients. Les dips, c'est mieux ? Alors en vrai, pas du tout. Les dips, c'est là où il y a vraiment le plus d'additifs cachés et on ne s'en rend pas compte, des épaississants, des conservateurs, des sucres ajoutés. Franchement, pour le hummus, regardez bien l'étiquette. Il y a certaines marques comme Yarden ou Sabra qui sont propres. Sinon, faites-le chez vous. C'est juste des pois chiches, du tahini, du jus de citron, de l'huile d'olive, de l'ail.
30 secondes au mixeur et vous aurez le meilleur hummus du monde. C'est tellement meilleur. Ça, c'est clair. Et évitez les tartinables ultra transformés, type les terrines, vous savez, de crème de poivron aux chèvres. En général, c'est là que c'est blindé d'additifs vraiment pas cool. Le conseil qui change tout, vraiment, ajoutez du végétal cru. Ça peut paraître classique, mais vraiment, c'est incontournable. Des bâtonnets de carottes, des concombres, des radis, des petits choux-fleurs. Moi, j'adore le fenouil aussi, l'été, c'est fantastique. Des petits radis, poivrons aussi. C'est hyper simple, ça rassasie, ça apporte des fibres, de l'eau, ça équilibre le gras et le sel, bref, un incontournable de l'apéro. Et cette saison, 2 saisons ou moins, la charcuterie, en tout cas, c'est un autre incontournable de l'apéro. Ouais, en vrai, l'été, un petit saucisson, un petit chorizo, un petit jambon de Payonne, franchement, on dit pas non. Et il faut pas se frustrer pour autant. En revanche, 2 choses. La première chose, on ne se fait pas tout le plateau. 1 ou 2 tranches, c'est cool. On en laisse pour les autres déjà. Voilà. Et la deuxième chose, il faut choisir des charcuteries sans nitrites. Vraiment important. Je rappelle que les nitrites sont classés probablement cancérogènes par le Centre international de recherche contre le cancer. Mais il y a des marques comme Brocéliande, Erta, Fleury-Michon, Aos qui ont sorti des gammes sans nitrites qui valent vraiment le détour. Et puis, il y a ce qu'on boit. Alors, on va rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer toujours avec modération. Mais il y a un panel très large, il n'y a pas que de l'alcool d'ailleurs. C'est vrai. Alors, en effet, c'est souvent là que ça déraille, surtout l'été. On a envie de siroter nos spritz, nos mojitos, nos pina coladas. On ne se rend pas forcément compte. Mais ce sont des bombes de sucre en plus de l'alcool. Un spritz, c'est l'équivalent d'un dessert. Un spritz. Donc voilà. Mes options préférées, en vrai, le vin, un verre de vin, un petit rosé piscine, une bière en quantité raisonnable, c'est top. Pas la peine de se mentir, c'est quand même l'apéro. Et puis maintenant, je trouve quand même qu'il y a pas mal de versions sans alcool qui sont vraiment bonnes. Il y a l'éclat brut chez Osco, je ne sais pas si vous connaissez, qui est vraiment délicieux, ou les infusions pétillantes simples à base de basilic, etc. C'est excellent. Elles sont légères, parfumées. Et puis il y a les kéfirs d'eau ou les kombucha, très à la mode et idéaux pour le microbiote. Si je viens prendre l'apéro chez vous ce soir, ou ce midi d'ailleurs, qu'est-ce que je vais trouver sur la table? Alors évidemment du végétal, forcément. Je redis carottes, concombre, voilà. Un dips propre maison, hummus ou guacamole. Franchement, 15 minutes max. Moi, je prépare mon apéro. Quelques olives sans conservateur. Attention, de la charcuterie sans nitrite. Quelques chips nature ou tortilla et un verre de rosé piscine. Mais écoutez, merci beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver autour de cette table, Marie-Anne. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe qui m'accompagne en régie dans l'ombre. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Mieux dans mon assiette. Passez une excellente journée sur Mieux, bien évidemment.